Bon, alors c'est vrai qu'il y aurait plusieurs possibilités d'aborder toutes ces questions de race et d'assignation. J'aime bien partir du détail, donc je vais partir du détail. Le détail, c'est que toute œuvre d'art part d'une expérience personnelle, qu'on ne peut pas faire abstraction, on va dire, de l'expérience personnelle pour aller vers le global. Donc moi, personnellement, déjà en tant qu'artiste, ben, j'ai été, comme tout le monde, un enfant. On part de l'enfant. Et en tant qu'enfant, euh, mon père était très engagé politiquement et ma mère était responsable d'un hôpital. Donc moi, j'ai été de nombreuses années la petite fille de l'hôpital. Je vivais à l'hôpital, j'ai vu des hommes et des femmes blessés, j'ai vu des enfants morts, j'ai vu des fous, j'ai vu des lépreux, j'ai vu toutes sortes de traumatismes psychologiques qui font que déjà dans l'hôpital, on est dans un espace qui serait une espèce de micro-société. Protégée pourquoi? Parce que finalement, le racisme à l'hôpital n'existe pas. C'est une chose absolument impossible puisqu'on est dans un espace où on soigne. Cependant, on caresse en fait toutes les courbes possibles de l'existence. Et moi, en tant que petite fille de l'hôpital, j'ai appris à vivre dans l'empathie, puisque j'étais la petite fille qui portait des fleurs, qui allait chercher, je dirais peut-être, la pomme à la dame qui avait envie d'une pomme. Entre deux, je sautais à la corde. J'accueillais les brancards, puisque j'étais très habituée. J'accueillais les brancards. Euh, J'accompagnais en fait tous ces corps vers des lieux de soins. Et, euh, et ce que je dois dire, c'est que d'entrée, euh, je pense que ça a annulé toute forme possible de racisme en ce qui me concerne. Parce que déjà à l'hôpital, nous sommes dans une structure, on va dire, euh, sociologique, même politique. On soigne celui qui a les moyens d'être soigné et soigné. Celui qui n'a pas les moyens d'être soigné est déjà dans une société qui va bien nous orienter sur la question du corps. Comment on soigne le corps? Qu'est-ce qu'on décide pour le corps de l'autre? Il y a le corps de l'indigène, et puis il y a le corps de celui qui peut soigner son corps. Et qu'à l'hôpital, on est en lutte permanente justement sur comment soigner le corps de celui qui n'a pas les moyens d'être soigné. Donc on est déjà dans une forme de résistance. Donc je dirais que pour ce qui est de cette question-là, euh, moi personnellement, quelle que soit la manière dont on peut réagir autour de moi et quels que soient les actes de racisme, que ce soit un racisme de genre ou un racisme, on va dire, de culture, euh, ça ne me touche pas directement parce que je sais très bien que toutes ces formes-là dépendent de structures et de la manière dont on a été, je veux dire, amené à recevoir ou à rejeter ce type de schéma. Moi, je sais que j'ai été amenée à me, comment dire, j'ai été amenée à me mélanger. Je suis dans une forme de réversibilité permanente. C'est-à-dire que l'autre c'est moi c'est l'autre, et que tout ne repose que sur une forme d'empathie et d'amour finalement. Si je suis capable de me soigner, je suis capable de soigner l'autre. Et que donc ça développe l'esprit d'une grande famille où le racisme est un non-sens complet, je dirais, de toute relation possible, quoi. Y compris les relations de genre, évidemment, puisque... Voilà. T'es peut-être réactivé par une autre question. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que professionnellement, j'ai vécu un jour une situation, c'était à la Biennale de Dakar, où je présentais une série extrêmement importante qui s'appelle Déchoucage, qui est une série de photographies que j'avais produite en Haïti, Haïti qu'on considère comme étant la première république noire. Et donc un commissaire marocain, m'avait demandé donc de me représenter pour la Biennale de Dakar. Et donc je lui présentais cette série et lui me disait, écoute, cette série ne fonctionnera jamais. Le corps noir n'est pas un corps à représenter
dans l'histoire de l'art contemporain. Donc je ne vois pas comment je pourrais défendre cette série-là. Est-ce que tu n'aurais pas autre chose à me présenter? Tu sais que pour la Biennale de Dakar, c'est une plateforme internationale, il y aura des commissaires du monde entier. Donc essaie de me proposer un travail qui puisse davantage s'adapter à ce type d'attente. Je lui dis, écoute, le sujet me laisse penser que ce travail a sa place à la Biennale de Dakar. C'était entendu, sous-entendu, malentendu. Bon, moi je suis africaine. Haïti, on est dans les Caraïbes. On est dans le prolongement de ce corps africain qui s'est déplacé, qui s'est réinventé, qui s'est développé, on va dire, dans une autre culture. Et comme l'histoire a fait en sorte que ce corps africain et ce corps caraïbéen ne puissent plus se rencontrer et soient de préférence ennemis, puisque l'union fait la force, donc il valait mieux de toute façon que ces deux corps ne s'entendent pas et se considèrent ennemis. J'ai toujours trouvé très désolant, moi, en tant qu'Africaine, en tout cas franco-gabonaise, de ne jamais être en situation de rencontrer le corps caraïbéen. Donc ce corps qui serait le prolongement du mien. Et dans le cadre de cette biennale, je me disais, tiens, pour une fois, j'ai bien envie qu'on se parle. J'ai bien envie que ça fasse l'objet vraiment d'un débat. Pourquoi ne se parle-t-on pas? Pourquoi moi, en tant qu'Africaine, lorsque je rencontre un Caraïbéen, il m'agresse? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas responsable de cette histoire. Et nous sommes manipulés par cette histoire. Nous sommes manipulés à nous détester. Nous sommes amenés à nous détester. Donc j'ai insisté, j'ai donc présenté cette série-là. Et est-ce que c'est de sa part du racisme? Je ne sais pas. C'est toujours difficile la frontière, hein. On ne sait jamais où elle se situe, cette frontière. Est-ce que c'est du sexisme? Est-ce que c'est du racisme? Est-ce qu'il avait une position à défendre? C'est toujours un peu délicat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai exposé à la Biennale de Dakar. Il m'a proposé une salle magnifique. Mais le jour du vernissage, je me suis retrouvée dans la salle de vidéo, dans le noir, avec invisibilité totale sur mon travail. Voilà. La République noire était dans le noir. Mais je dirais que le contre-pied, c'est qu'au bout du compte, cette série a été montrée, elle a été appréciée par la suite, et que cette colère m'a amenée à défendre cette série comme étant une série qui fait partie de l'histoire. Je veux dire, je me disais, cette série, je la porterai jusque sur les Cimaises. Et il m'a fallu à peu près 6 ans pour la défendre, mais j'ai réussi à la défendre. L'autre événement, j'étais très petite, j'étais au Gabon, dans un contexte donc colonial, post-colonial. Je suis métisse d'un père noir et d'une mère blanche, donc métisse que l'on dit d'un couple domino, noir et blanc, donc c'est très précis, avec deux cultures précisément différentes, et puis précisément semblables aussi, je peux le dire aujourd'hui. Et j'avais pour habitude d'aller à la plage. J'avais mon petit lagon, j'étais une petite enfant de la nature, toujours dans la nature. Et tous les week-ends, j'allais donc au Cap Esterias, qui était une plage à 25 km du centre-ville, et j'avais mon petit lagon, mes petits coquillages, mes petits bigorneaux, et je passais donc l'après-midi entier à nager dans ce lagon. Et à un moment donné, je nage, et puis bon, je suis quand même dans un espace presque maïeutique, l'eau. Et il y a une petite fille, toute mignonne, très claire, très blanche, qui vient vers moi, qui nage, qui me regarde avec ses petites dents de lait. Je pense qu'on devait avoir à peu près 7-8 ans. On était de vrais petits poissons. Et elle se rapproche de moi en nageant comme ça, et j'étais très contente. Je me disais, tiens, ça va me faire une petite copine. Et elle se rapproche de moi, et elle me dit, toi, tu as la peau couleur de merde. Elle était vraiment petite. Et je me disais, mais comment est-ce possible? On nage, en plus dans ce mouvement de la nage, ça m'a marqué toute ma vie en fait, parce que j'étais dans le mouvement et que j'étais vraiment dans un espace tellement agréable, c'était mon petit paradis. Et je n'ai pas compris comment cette petite fille qui venait nager vers moi et qui était censée donc jouer avec moi, parce que quand on est enfant, on n'est pas raciste en fait, on n'est pas raciste. Le racisme n'existe pas chez les enfants. Et qu'elle me sorte ça comme ça, et qu'elle me dise ça, et qu'elle parte doucement dans sa petite nage à elle,
Et moi, je continuais à nager et je me disais, c'est pas possible, c'est pas possible. Et quand je suis sortie de l'eau, j'étais très petite, mais j'ai tout de suite compris que si cette petite fille m'avait insultée de cette façon-là, ce sont ses parents qui m'insultaient. C'était pas cette petite fille. Et quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit, écoute, tu es noire et fière de l'être, sois fière de ta peau. Tu es bien dans ta petite peau dorée. J'ai dit, bah oui. Elle me dit, bah, sois fière d'être dans ta peau. Elle me dit, c'est pas elle, ce sont ses parents. Elle n'y est pour rien. Elle est victime d'un système. Elle n'y est pour rien. Ne t'empêche pas d'aimer cette petite fille. Et ça a été aussi, je dirais, une leçon, parce qu'il y a eu l'adulte tout de suite derrière, et ça a désamorcé, on va dire, ce qui aurait pu définitivement être un rejet, on va dire, de l'autre, considérant que le racisme, quand on parle du racisme, par exemple, en fait, l'autre n'est pas raciste. Nous ne sommes pas racistes. Le système nous entraîne à être racistes. Mais le système nous fait croire que nous sommes racistes. En fait, nous ne sommes pas racistes. On met en place toute une structure de pensée qui nous entraîne à avoir un certain type de réaction et de position. Mais en réalité, ce système de pensée nous fait croire que nous sommes racistes, alors qu'en réalité, nous ne le sommes pas. Question bien difficile parce qu'on peut tirer sur plusieurs fils, là c'est pareil. C'est déjà une définition, on va dire, très politique et très engagée. Hein. On a quand même un certain nombre de livres autour de nous. Bon, moi j'aime beaucoup ce livre d'Angela Davis, Une lutte sans trêve. D'abord, c'est un livre qui est très agréable au toucher. Comme quoi, il faut revenir au livre physique qui parle d'intersectionnalité. Hein, Après, on a aussi, on va dire, la définition de Bell Hooks aussi. De nombreux écrivains ont abordé cette question de l'intersectionnalité. Je dirais qu'à la base, sans partir de... Parce que là, on est vraiment... là, c'est du monument. Donc je vais essayer de rester le plus simple possible. Je crois que déjà, si on part du principe que nous sommes ouverts à toutes les formes, on va dire. Bon, déjà, moi, je suis du côté du vivant. Hein. Moi, j'aime les plantes, les animaux, les êtres humains. J'aime l'eau, j'aime l'air. Je ne m'attache pas simplement, je dirais, à ce que pense l'être humain, à ce qu'il produit et la manière dont il se définit. Moi, je suis un tout relié. Donc, comme je suis un tout relié, déjà, je pars un petit peu de l'observation que je peux faire autour de moi. Quand on parle des plantes, par exemple, on dit les plantes. Alors les plantes, quand on parle d'un être humain, on est à peu près convaincu que tous les êtres humains doivent se ressembler, plus ou moins. Deux yeux, deux oreilles, voilà, il y a une espèce de format de l'être humain, acceptable ou pas acceptable. Bon, ça déjà, moi personnellement, je trouve que c'est d'une aberration absolument totale. Bon. Quand je regarde la nature, quand on parle des plantes, il y a toute une variété possible et inimaginable de plantes. On trouve ça tout à fait normal. C'est une plante. Et pourtant, on a toutes les variétés possibles et inimaginables de plantes. Quand on parle de l'être humain, là, tout d'un coup, on réduit l'être humain, je veux dire, à deux bras, deux jambes, deux oreilles, voilà, avec une espèce de canon comme ça, qui pour moi est une forme de terrorisme, je veux dire, du regard, qui pour moi déjà ne correspond absolument à rien. Donc quand on parle d'intersectionnalité, c'est ça, eh bien, il y a tout un pan, je dirais, de l'expérience, du regard, de la connaissance, de l'appréciation personnelle à revoir.
Et c'est à travers ce prisme-là, je veux dire, qu'on peut commencer, je veux dire, à parler à aborder ces sujets-là. Après, tout est contextuel et tout n'est que gestion, tout n'est que projet. Je veux dire, nous sommes des êtres de projet. Nous sommes des êtres domestiqués. Nous sommes des êtres de projet. On entre ou on n'entre pas dans le projet. On parle aujourd'hui de société de consommation. On ne parle pas de projet de civilisation. Donc nous sommes associés, on va dire, à des projets de consommation. Donc qui dit projet de consommation dit subdivision, dit gestion, dit représentation, dit formatage. Moi je vois tous les matins, on me donne le petit grain là, je veux dire, on m'oblige à lire ce petit grain tous les matins. Cette horreur de petits grains, je veux dire, je ne suis pas une poule de basse-cour, je veux dire, moi je suis désolée, quand ils ont commencé à nous balancer ce journal, je veux dire, c'est à peine si on ne vous donnait pas des coups de journal sur la tête le matin pour vous obliger à le prendre. Moi j'ai fait une performance là-dessus d'ailleurs, parce que je trouvais ça insupportable. Ils étaient 3 à nous attendre à la sortie du métro, là, il y a peut-être 2 ans, hein, ils ont commencé. Je veux dire, si on ne prenait pas le journal, on avait 3 personnes qui nous attendaient, qui nous obligeaient à prendre ce journal, ce petit grain. Et donc là, tous les matins, tout le monde, naturellement, prend son petit grain. Avant, chacun avait son petit journal. Ça pouvait être géo, ça pouvait être... tu fais ce que tu veux, hein, tu lis ce que tu veux. Aujourd'hui, dans le métro, on le prend ou on ne le prend pas, mais enfin, les gens sont quand même assez formatés. Et tout ça participe d'un projet, en fait. Donc, la première des choses, déjà, c'est d'avoir conscience que nous, on entre dans un projet. Donc, il faut avoir la capacité de se déformater, pour pouvoir justement s'amener à penser, à regarder les choses, et le fait de regarder ces choses avec une certaine liberté, parce qu'on est libre. Tous les jours, j'entends dire on n'est pas libre, mais on est absolument libre. Moi, je sais que j'ai pas de télévision chez moi, j'aime bien bouquiner, j'aime bien faire mes petites choses, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis un être libre. Il faut qu'on arrête de me faire croire que je ne suis pas libre. Je suis totalement libre. Et en tant qu'artiste d'ailleurs, je suis tellement libre que je pratique la performance, parce que pour moi, la performance, c'est la république des états libres, quoi. C'est-à-dire que là, la performance, c'est juste extraordinaire, parce que c'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui inscris, c'est mon corps. Et donc, je suis en république libre. C'est pour ça que d'ailleurs, dans tous les rituels, quels qu'ils soient, qu'on soit en Haïti, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en France, on est dans le principe du rituel, c'est véritablement, on va dire, le noyau de l'expression de la liberté. Et c'est cette liberté qui constitue le socle de nos sociétés humaines. Et c'est pour ça que la question du genre, c'est une question politique, aussi gérée par les politiques. Et je pense que par rapport à ça, il y a eu énormément de débats, énormément de discours autour de ça. Mais c'est à nous maintenant de définir nos propres regards, nos propres visions sur ces questions d'intersectionnalité. C'est à nous, en fait, de proposer peut-être d'autres manières d'arriver sur ce type de sujet-là. Le premier sujet, qui est un sujet assez violent, c'est le juridique. Parce que je suis désolée, quand on se retrouve en situation de difficulté, qu'est-ce qui tranche? C'est le juridique. Donc moi, ce qui m'intéresserait dans ce genre de débat, c'est qu'il y ait effectivement la présence d'un juge avec lequel nous pourrions discuter, parce que c'est la loi, c'est triste à dire, mais c'est souvent la loi qui donne le rythme, et c'est la loi qui plante dans la tête des gens des imaginaires finalement qui sont complètement galvaudés, quoi, en quelque sorte. Donc je pense que déjà le point sensible, c'est la loi. Moi je sais que quand je lis ce bouquin de Soni Laboutansi, qui est un auteur congolais que j'aime infiniment, mais franchement, si vous avez la possibilité de lire ces textes, parce qu'il y a une dimension poétique et politique et humaine qui est extrêmement touchante, parce qu'on parle de la place de l'être. Un être humain, c'est un être humain. Une personne, c'est une personne. Après, c'est du fonds de commerce. Voilà, c'est ça qui est essentiel. C'est la place de l'être humain, quelle que soit sa société,
tout être humain a des rêves, tout être humain, je veux dire, a des projets, et c'est ça qui est fondamental. Donc là, il n'y a pas de racisme, et il n'y a pas de genre, il n'y a pas de tout ça. Là, c'est pareil, décoloniser l'esprit. Je veux dire, quand on regarde le livre de Ngugi wa Thiong'o, si je le prononce bien, c'est sur la question de la langue. La langue, c'est l'imaginaire. Moi, j'ai toujours été très choquée de voir à quel point on a rasé les campagnes. Et quand je parle des campagnes, je parle de toutes les campagnes. Je parle de toutes les langues et je parle de tous les hommes de la terre. Je ne suis pas, j'ai pas besoin de défendre précisément, je dirais, une culture africaine, d'une culture japonaise ou d'une culture française. Je m'en moque totalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme de la terre, c'est le projet de civilisation. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On pleure ensemble, on rit ensemble, on saigne de la même manière, on a les mêmes rêves. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on construit comme société ensemble? C'est ça qui est fondamental pour moi. Donc ça va pour moi vraiment au-delà de la question du genre. Parce que sur la question du genre, je peux en parler de la question du genre. Je me sens ni homme ni femme. Moi, je ne sais pas ce que je suis dans cette question du genre. Quand j'étais petite, j'étais une certaine personne. À 15 ans, j'étais une autre personne. Aujourd'hui, je suis une autre personne. Et ce sont toutes les expériences de ma vie que je traverse qui font que je me métamorphose. Qu'on accepte que l'homme puisse se métamorphoser. Un homme n'est pas une espèce d'entité fixée dans un genre. Un homme est un être qui se métamorphose, qui se développe dans une arborescence qu'on appelle la vie en fonction des expériences qu'il va vivre. Moi, en ce moment, je n'ai besoin ni d'homme ni de femme dans ma vie. Je suis très bien avec les plantes et je suis très heureuse comme ça. Et je n'ai pas besoin de sexualité et je suis très heureuse comme ça. Pourquoi on essaie de me faire croire que la sexualité, c'est forcément, je dirais, comment dire, le point d'épanouissement? Je veux dire, si tu as une sexualité, tu es forcément un être épanoui. Pas forcément. Je veux dire, tu peux ne pas avoir de sexualité et être absolument épanoui. Et tu développes comment dire, un désir d'amour qui est tellement plein, qui est tellement merveilleux, mais c'est aussi une sublimation de l'amour. Pourquoi on n'a pas le droit de se laisser vivre, de laisser ce corps se vivre, quels que soient les choix qu'il peut faire? Donc sur la question de l'intersectionnalité, c'est foutez-lui la paix à ce corps, laissez-le vivre, laissez-le s'exprimer, et tout ira bien, et on sera beaucoup moins frustré comme ça. Après, évidemment, il y a des barèmes, hein. Il ne faut pas exagérer, il y a des barèmes. Hein. Je veux dire, on ne fait pas non plus n'importe quoi, mais ce n'importe quoi qu'on n'est pas censé faire, c'est un n'importe quoi qui est géré par une espèce de loi universelle, qui est une espèce de loi des probabilités. De manière universelle, on sait très bien qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, plus ou moins. Mais après, il y a des constantes qui sont repérables dans toutes les cultures, dans toutes les expressions humaines, et bien qu'on les accueille, et qu'on les accueille sans les brider en permanence pour en faire des courants finalement de pensée qui ne vont faire qu'exacerber le sujet finalement. Voilà, laissons vivre ce corps. Moi, je sais que ce corps, je l'expérimente, je fais des mises à l'arbre qui sont des éveils par l'arbre. Et c'est vrai que ces éveils par l'arbre, ce sont des énergies, et je ne suis pas folle. L'arbre a des énergies puissantes qui drainent des mémoires, qui reformatent des mémoires de manière extraordinaire. Il y a des milliers de pharmacies autour de nous qui nous vendent des bonbons censés nous soigner, mais il y a des milliers d'arbres aussi qui nous donnent généreusement de l'énergie, des énergies qui vont nous restabiliser, qui vont par cette sève nous redistribuer tous les éléments dont on a besoin pour penser, pour se laisser porter par cette arborescence. Donc moi je pense que simplement dans la question de l'intersectionnalité, qu'on fasse confiance à sa nature humaine, qu'on fasse confiance à son intuition, on est tout à fait capable de manière intuitive de nous auto-guérir, de nous auto-gérer, et dans la mesure où on est capable de nous autogérer et de prendre ce qu'on a autour de nous, eh bien on sera capable, je dirais, d'être en empathie et d'être en relation avec le monde de façon extrêmement fluide, quoi, en quelque sorte. C'est comme une vague, je veux dire, aujourd'hui on entre dans une ère très violente de la marchandisation du corps, donc la colonisation, le post-colonial, on est dans une supracolonisation aujourd'hui. La colonisation ne concerne pas essentiellement que, on va dire, une couleur d'individus. Nous sommes tous décolonisés, nous sommes tous des supracolonisés. Donc soit on apprend avec fluidité à entrer dans cette vague, donc à surfer,
Moi, j'ai appris à surfer très petite, j'ai pas besoin de planche à voile, je vous fais toutes les vagues que vous voulez. Avec mon corps, je passe d'une vague à une autre, je fais ça depuis que je suis gamine. J'ai pas besoin de planche, on peut y arriver. Je veux dire, là, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on apprenne à surfer dans cette vague, autrement on va se prendre le mur. Et apprendre à surfer dans cette vague, c'est revenir à cette nature humaine, se faire confiance, être en amour. Je veux dire, la dimension de l'amour, c'est quelque chose de très important. Tout nous entraîne vers la dimension de la violence, de la haine, de la mort. On est dans une société quand même assez mortifère. La dimension de l'amour, il n'y a rien de plus compliqué, mais il n'y a rien de plus merveilleux parce qu'il n'y a rien de plus éclairant, en quelque sorte. Mais la dimension de l'amour, c'est sans doute ce que nos systèmes cherchent à détruire, la dimension de la famille, la dimension de l'amour, parce que, évidemment, si on est dans la dimension de l'amour, on est dans la dimension de l'empathie, et si on est dans la dimension de l'empathie, il est beaucoup plus complexe de faire de nous des produits de consommation, parce que nous devenons des produits de plaisir, des produits de désir et des produits d'échange. Mais dans un creuset qui est un creuset purement humain, où là, la question du genre, la question de la couleur sont rabotées par la dimension de l'amour. Ben, dit comme ça, hein, on est dans des statistiques. Hein. Non. Alors parfois on doit croire, parfois on ne doit pas croire aux statistiques. Alors c'est toujours compliqué les statistiques, on ne sait jamais si c'est vrai, pas vrai. Ça repose sur quels critères bon, ce sont des statistiques, alors bon, je vais imaginer, je me dis, je dois peut-être croire que c'est vrai. Si c'est vrai, ben c'est, ben je sais pas, de deux choses l'une, soit on est dans une société encore très sexiste, voilà, soit c'est ça, soit ben on est dans une forme d'académisme qui fait qu'on a privilégié plutôt, je dirais, la part de l'homme dans ce qui serait la part de transmission sur le plan artistique. Soit ben les statistiques ne sont pas forcément des éléments de référence. Il y a aussi les collections, et les collectionneurs collectionnent aussi des œuvres de femmes artistes. Et que donc dans ce cas-là, eh bien, si les centres d'art ne font pas acquisition, eh bien, il y a d'autres. On dirait on pourrait penser qu'il y aurait d'autres poches de réserve qui seraient donc les collections, les fondations. Là, je ne sais pas. Hein, si on reste dans les mêmes statistiques. Ce qui est sûr, c'est que quand on est une femme artiste, eh bien on voit, on observe autour de nous, on voit très bien de toute façon que les enjeux ne sont pas les mêmes, que les rapports ne sont pas tout à fait les mêmes, que les attentes aussi ne sont pas les mêmes, les femmes tricotent, les hommes sont sérieux. Bon, c'est une constante qui est somme toute banale, hein, on va dire. Mais elle ne me touche pas. Elle ne me touche pas plus que ça. Parce que je suis une femme et je sais ce que c'est que d'être une femme près d'un homme et je sais ce que c'est que d'être un homme près d'une femme. Je sais très bien où sont les femmes, à quel endroit elles se situent. Je sais très bien ce qu'elles apportent, même dans le milieu artistique. Hein, les femmes sont quand même assez auteurs de leur travail. Hein. Ce sont les femmes. Il y a une dimension créative chez la femme qui est quand même particulière, que je peux comparer d'ailleurs à ce livre-là de Svetlana Alexievitch. J'aime bien faire comme ça des grands écarts. La guerre n'a pas un visage de femme. C'est très intéressant à lire parce qu'une femme dans un contexte de guerre a une perception quand même. Soit elle a une perception bien différente, même si je pars du principe que les hommes et les femmes ont. J'ose m'avancer. Je pense que les hommes et les femmes ont la même sensibilité. Après, c'est toujours une question de
de représentation, d'éducation, d'attente, de projet, pour avoir vécu avec des hommes et pour avoir... Je connais très très bien les hommes et je connais très très bien les femmes. J'ai vécu au Maroc, j'ai vécu en Égypte et j'ai vécu dans des contextes en fait où on dit séparer les hommes et les femmes. Bon. Alors certes, alors il y a l'espace social, l'espace public. Il faut bien faire la différence entre l'espace social et l'espace public. Il y a l'espace intime, qui est l'espace de la famille, avec la mère qui est au centre, le père, la mère qui a une forme d'autorité, qui draine du sens au sein de cette famille, et le père. Il y a l'espace public, avec le père qui est une représentation, avec tout ce que ça signifie de représentation sociale. Donc il faut vraiment faire très très attention entre le visible et le non visible. Moi, il a fallu que je vive suffisamment d'années, je dirais en Égypte et au Maroc, pour comprendre que la notion de visible et d'invisibilité ne correspondait pas forcément à l'idée qu'on s'en faisait. Voilà. Donc là, sur la question de la guerre, c'est pareil. Je veux dire, les femmes, quand elles font la guerre, parce qu'il y a quand même, alors j'ai noté, alors elles sont combien de femmes, ça en fait un paquet quand même de ces femmes, je ne sais plus, lors de la Seconde Guerre mondiale, c'était des milliers de femmes russes quand même qui étaient envoyées quand même, c'était pas rien. Et là, c'est vraiment un témoignage et on se rend compte que ces femmes tuées, c'était très complexe pour elles, parce que tuer les ramenait à la vie. Je veux dire, elles avaient mal autant du soldat qu'elles tuaient que de la plante qu'elles voyaient écrasée sous le sang du soldat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les femmes, elles sont dans cette dimension du vivant qui fait qu'elles englobent une totalité. C'est-à-dire qu'elles vivent les choses dans une totalité. Donc pour revenir à la question, parce que là j'ai fait carrément un grand écart, c'est que peu importe. Alors c'est très gênant parce qu'effectivement j'ai un petit peu moins de beurre dans mes épinards. Ça par contre ça me gêne. Mais au-delà de ça, ce qui est important c'est la question de l'héritage. Les femmes participent, je dirais, à la transmission d'un héritage et que peu importe au fond, parce que de nombreuses femmes sont auteurs. Et l'essentiel pour moi c'est qu'elles restent auteurs. Parce que rester auteur, moi j'ai participé à une exposition à l'Iris de Lucie, là il n'y a pas très longtemps, les 7 démons, je vois bien que les femmes sont auteurs, que les femmes elles créent du sens, elles drainent et elles nourrissent aussi les hommes, et les hommes artistes, elles les nourrissent également. Donc qu'est-ce qui est essentiel au bout du compte? Ce qui est essentiel c'est la petite mère, comme on dit la petite mère du yaourt, qui va donner les milliers de yaourts, la petite mère du vinaigre. Ce qui est important, c'est la petite mère. Les statistiques, pour moi, c'est du petit lait, si vous voulez. C'est pas très important. Ça me gêne d'un point de vue économique. Oui, ça me gêne d'un point de vue économique. Mais on trouvera d'autres détours, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de transmettre la petite mère. Ah. Si je suis féministe. Comme disait lui, Sonny Laboutancy, le féminisme n'est pas qu'une affaire de femmes. Donc, d'un côté, je réponds un petit peu comme ça. Le féminisme n'est pas qu'une affaire de femmes. Le féminisme est une affaire de responsabilité. On est responsable ou on ne l'est pas. On s'engage dans le mouvement d'un développement, d'une réception. Enfin, bon, soit on réceptionne tout ce qu'on vit, cette question du vivant, soit on le réceptionne et on le redistribue de la façon la plus intéressante qu'on puisse le faire, enfin, après ça. Soit c'est ça,
soit ça l'est pas. Après, évidemment, je suis une femme. Mais je suis une femme qui a vécu et qui a été éduquée dans un système matriarcal. Parce que je suis franco-gabonaise et que du côté de mon père, j'ai vécu dans un système matriarcal. Le système matriarcal, c'est que les hommes sont absolument gâtés, ils sont très équilibrés, et les femmes sont très équilibrées. Parce que les femmes ont leur travail, les femmes portent des enfants, elles les mettent au monde. Leur travail, c'est de prendre soin de leurs enfants, de leur famille, de prendre soin des hommes du groupe et de l'âme du groupe. C'est fondamentalement ça qu'on leur demande. Et donc, moi, lorsque j'étais enfant, par exemple, nous sommes à peu près au Gabon, il y a à peu près presque 60 ethnies, et nous faisons partie d'une ethnie, et c'est extrêmement rare, qui est dans cette lignée matriarcale. Et moi, j'avais l'impression toujours, d'être une étrangère dans mon propre pays. Parce que dans une lignée patriarcale, je dirais, les femmes, elles sont amenées, on va dire, à respecter des dogmes. Dans une lignée matriarcale, c'est très différent. Moi, je discutais avec mon père. Il m'appelait ma petite maman, d'ailleurs, parce que j'étais la petite dernière de ma mère. Et pour éviter que je ne sois la petite dernière, j'étais sa petite maman. Et le fait d'être sa petite maman signifiait que j'avais une responsabilité de façon permanente et vis-à-vis du même et vis-à-vis de mon groupe, qui était celle de la nourricière, en quelque sorte. Et tout ça, ça développe un certain état d'esprit. Ça veut dire la responsabilité du groupe. Voilà. Je suis féministe parce que j'ai la responsabilité de mon groupe humain, parce que je fais partie intégrante de ce groupe humain et j'ai la responsabilité de mon groupe humain. Dans le matriarcat, être une femme, être dans la notion de matriarcat, c'est que quand tu participes à l'accompagnement aux morts, eh bien, c'est toi qui prends soin de l'âme du défunt. Les hommes sont complètement à l'extérieur. Et ça, c'est pas rien. Parce que tant qu'on est vivant, on peut faire le malin, on est vivant, on fait ce qu'on veut. Mais quand on meurt, prendre soin de l'âme du défunt, c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup plus loin. Après, on peut ne pas croire, on croit ou on ne croit pas à ces choses-là, peu importe. Mais, on va dire substantiellement, si on croit qu'il puisse éventuellement se passer quelque chose après la mort, et quand on dit se passer, ça peut être devenir une espèce de coquelicot dans le fond d'un cimetière ou je ne sais quoi, eh bien, l'accompagnement de l'âme fait que tu vas vers quelque chose qui fera que tu vas pouvoir sereinement et tranquillement continuer ta vie là où tu vas, mais que tu as cette espèce d'armée d'abeilles qu'on appelle les femmes, qui vont ouvrir cette espèce de chemin pour que, en tout cas, au moment où tu meurs, à cet instant où tu meurs, tu seras tellement bien et tellement calme et tellement porté par cette espèce de matrice féminine qu'est la femme, que cette mort-là, elle sera bonne et agréable. Voilà. Donc ça, fondamentalement, pour moi, le matriarcat, effectivement, c'est une pensée écologique. C'est pour ça, aujourd'hui, alors évidemment, je pense que j'étais à une conférence sur les sorcières. Alors bon, les sorcières, ce qu'on disait, c'était des résistantes. Les femmes sont des résistantes, c'est normal, elles sont résistantes puisque après la guerre, il y a eu la guerre de 14 et la guerre de 40. Mais les femmes, elles doivent prendre soin de l'enfant, elles doivent prendre soin du mari, elles doivent nourrir. Donc tout ce processus-là fait que de toute façon, la femme, elle est importante, bien évidemment, puisqu'elle met au monde, je veux dire, elle a une espèce d'utérus là, qui est une sorte de cerveau, en fait, elle a ces deux cerveaux en permanence, qui font qu'elle a des radars permanents et qu'elle est portée à prendre soin de son groupe. Donc, je suis féministe femme parce qu'effectivement, j'ai un cerveau, un utérus, et je prends soin de ma grande famille humaine, avec tout ce que ça comporte de variantes, etc. Et effectivement, donc je rejoins effectivement tous ces livres-là, qui sont des livres d'engagement pour le respect simplement de la dignité humaine. Oui, être féministe pour moi, c'est le respect de la dignité humaine. Alors, est-ce qu'il faut être féministe pour respecter la dignité humaine? Ça, dans ce cas-là, nous sommes ou nous ne sommes pas féministes. Voilà.
Après, je défends ceux qui défendent la dignité humaine, oui. Je défends ceux qui défendent la dignité humaine. Et donc je rejoins toutes ces problématiques sur la question de la dignité humaine et de la défense de la dignité humaine. Bon, après le féminisme, comme si on doit parler d'Angela Davis ou si on doit parler effectivement, admettons, de Bell Hooks, qui ne sont pas les seules féministes parce qu'elles sont bien nombreuses, oui, c'est défendre... Bon, alors là, on est peut-être un peu plus sur le corps noir, on va dire peut-être un peu plus sur le corps noir, parce que c'est un corps, c'est le corps du subalterne. Mais il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle le corps du subalterne, parce qu'on nous fait croire que le corps noir est le corps du subalterne, enfin on nous fait pas seulement croire qu'il est, il a été exploité comme tel, mais ça c'est une exploitation dans un projet, d'accord? Et moi quand je me balade à Paris et que je vois tous ces éboueurs qui sont forcément noirs, c'est aussi un projet de société. On ne met pas d'éboueurs blancs derrière les camions, on met des éboueurs noirs, parce qu'il faut que dans l'inscription de la ville, il faut qu'il soit inscrit que physiquement, le noir est un éboueur, d'accord? Il faut que, je ne sais pas, les Asiatiques te vendent du tabac, il faut que les Marocains te vendent du pain, etc. Bon, on sait que ça se passe comme ça. On sait juste que ça se passe comme ça. Mais moi, la question fondamentale, en tant que féministe, si je dois parler de mon corps, que je ne sais même pas si c'est un corps de femme, un corps d'homme, ou un corps de plante, ou un corps de pin, ou un corps de manguier, je n'en sais rien. En tout cas, c'est un corps du vivant fait de tous ces corps du vivant. Donc c'est pour ça que la question du genre est vraiment compliquée. Ben moi, ce que je sais simplement, c'est que, bon, je ne sais même pas ce que je voulais dire parce que j'ai perdu le fil de mon sujet, mais... j'ai perdu le fil, en fait. J'ai perdu le fil. Non, ce que je veux dire, c'est que la question que vous me posez, c'est la question du subalterne. Parce que qu'on soit blanc, noir ou jaune, la question paysanne, c'est une vraie question. Qui sommes-nous? Ça, c'est la question. Qui sommes-nous et qu'est-ce qu'on a fait de nous? Comment on nous a pétris jusqu'à nous faire croire que nous n'appartenons plus à aucune racine, quelle qu'elle soit. Moi, je suis un corps paysan, mes parents étaient des paysans, j'ai un héritage paysan, et cet héritage paysan, c'est ma barrière de corail. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de penser et de prendre de la distance par rapport à tout ce qu'on me fourgue dans la tête, quoi. C'est ma relation à la terre, c'est ma relation à la petite graine que je mets en terre et que je vois pousser, que je vais ou que je ne vais pas manger, à qui je demande pardon quand je lui fais du mal, etc., etc. C'est toute la lignée chamaniste qui fait que je suis capable aujourd'hui de dire ça déontologiquement, j'accepte, ça déontologiquement, je refuse. Donc c'est la question du subalterne. Le subalterne, il est noir, il est blanc, il n'a pas de couleur. Et c'est pour ça que cette question-là, pour moi, est une question universelle, parce que le subalterne n'a pas de couleur. Et il faut bien savoir que de toute façon, tout ce qu'on met en place, quel que soit le sujet, nous revient dans la tête comme un effet de boomerang. Tout est lié. On ne peut rien dissocier. Strictement rien dissocier. Donc c'est fondamentalement la question du subalterne, pour moi la question du féminisme. Qui est le subalterne ? Ça, c'est une grande question. Est-ce que nous voulons tous être des subalternes? Ça, c'est carrément la question. Donc, si nous voulons cesser d'être des subalternes, et si nous voulons cesser de graisser la main de l'ogre, qui ne fait que camoufler son projet dans l'objectif, finalement, de faire de nous des subalternes, ça, c'est une grande question, pour moi. Qui va, avec tout le respect, mais vraiment tout le respect que j'ai pour tous ces courants de pensée, évidemment, qui m'ont nourri, pour moi, c'est fondamentalement la question du subalterne.